Bonjour, moi je suis Morgane Segui. Aujourd'hui, on peut dire que je suis écrivain. Sinon, j'ai été designer industriel. Je suis diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI Les Ateliers. Et puis, j'ai fait l'école du cirque, à l'École nationale du cirque d'Annie Fratellini. J'ai travaillé dans les ambassades de France, dans les services culturels, Kazakhstan, Maroc, un peu en Inde, et puis le Timor oriental, où j'ai travaillé et vécu 5 années où j'ai eu une chute de montagne pendant une randonnée et j'ai passé 5 jours au fond d'un ravin, tout seul, sans eau, à la saison sèche, tout cassé. J'ai toujours du mal à savoir où commence cet accident parce qu'il y a beaucoup de choses qui finalement le préfigurent. Moi, je vivais au Timor oriental, je travaillais pour des ONG, je faisais de la communication. Le Timor, faut le situer, je ne savais pas où c'était moi-même avant d'y aller. Donc, c'est au nord de l'Australie, 500 kilomètres au nord de l'Australie. C'est la fin de l'Indonésie. Et d'ailleurs, ils partagent une petite île qui est l'île du Timor. Donc, d'un côté, c'est le Timor indonésien, de l'autre côté, c'est le Timor oriental où je travaillais. En face de chez moi, une très belle petite île à 18 000 nautiques, ce qui fait à peu près 35 kilomètres, où les copains des ONG vont le week-end avec le bateau de la ville. Et moi, je m'étais promis d'y aller par mes propres moyens. Et j'ai trouvé un petit bateau au fond de mon jardin, tout cassé. J'ai demandé au propriétaire si je pouvais le réparer. J'ai commencé à naviguer et je me suis fait la promesse d'aller sur cette île par mes propres moyens en ayant réparé ce bateau et en ayant appris à naviguer. Donc quelques mois passent, je navigue un peu, beaucoup, passionnément et je me retrouve un jour sur l'île, quoi, à être capable d'aller assez loin avec ce tout petit bateau. C'est un laser et cette île, elle a une particularité. Elle est dite sacrée. Elle est dite sacrée au Timor. Donc c'est un pays qui est à 98% catholique parce qu'il a été occupé par le colonisateur portugais pendant 500 ans, puis par le colonisateur très dur, très violent indonésien dans les années 60, 70, 80. Petit génocide passé à la trappe, 300 000 morts sur 800 000 habitants. Donc c'est vraiment un peuple qui a énormément combattu, c'est un peuple de maquis. Donc je traverse et je monte un petit pic qui est sur cette île, le Manukoko, et qui est vraiment dit sacré. On va dire c'est un peu la capitale Lulik avec des esprits qui vivent là-haut. Donc on me prévient, ça émoustille aussi mon intérêt de grimper là-haut, d'y aller tout seul. Tout le monde dit qu'il faut prendre un guide, mais j'ai vraiment envie de vivre cette aventure moi-même. Me voilà à midi, après avoir fait une traversée un peu difficile, à grimper. Et en chemin, des gens m'arrêtent, où vous allez, on doit vous prévenir. Jusqu'à un épisode que j'aime beaucoup, ces deux femmes, presque sur la fin de la balade, à 700-800 mètres d'altitude, qui vraiment m'arrêtent, me barrent le chemin et qui me disent, jusqu'ici, là, vous voyez, là-haut, la limite de mon champ, c'est le monde normal, on est là, on cultive, on travaille, on vit, on dort. Mais après, c'est le monde loulique, c'est les esprits. Ça se passe plus de la même façon, donc on vous déconseille d'y aller seul. Mais on vous connaît, les blancs, les Malaïs, comme ils disent, l'étranger. Après 500 ans de colonisation, ils savent très bien que un Malaï n'en fera qu'à sa tête et qu'il aura que faire des recommandations locales. Je les remercie, je leur dis que je dormirai pas là-haut. Donc je m'arrête pas, je monte, je me retrouve là-haut, je finis ma bouteille d'eau. Il doit être 17 heures. Donc je me dis, bah, je vais descendre vite parce que c'est la descente. J'ai monté en 3h30, 4 heures. Donc dans 2 heures, 2h30, je suis en bas. Mais quand même, de finir ma bouteille d'eau, ça m'inquiète. Je redescends et là commence la première manifestation loulique. Le sentier disparaît littéralement sous mes pieds. C'est-à-dire que je marche et puis d'un seul coup, je me retrouve au milieu de végétaux, de plantes. Il n'y a plus de sentier sous mes pieds. Donc là, vraiment, je m'inquiète, je cherche mon chemin, et plus je le cherche, plus je me perds, plus je me perds, plus je me retrouve en montagne, bah, face à une falaise, un ravin, enfin des choses infranchissables. Et je repère une rivière. Et dans ce lit de rivière, qui est pas du tout un chemin reposant, hein, c'est des petites cascades, alors évidemment à sec, parfois 2 mètres, 3 mètres, qu'il faut désescalader. Et puis parfois un peu plus, 5 mètres, 6 mètres. Donc faut se lâcher avec 1 mètre ou deux sous les pieds. Donc on sait qu'on pourra pas les remonter. Une fois que c'est descendu, il faut continuer. Et arrive ce qui devait arriver. Je tombe sur la falaise, on va dire la chute d'eau bien trop profonde pour être descendu. Derrière moi, je sais que je pourrais pas remonter.
À droite, une jungle inextricable et à ma gauche, une falaise. Bon, moi, je viens plutôt de la moyenne montagne, de l'escalade. Et puis là, j'ai pas le choix, donc je me dis, voyons voir ce qu'il y a en haut de cette falaise. Soit je trouverai un chemin, soit je verrai au loin un village pour y appeler, soit je trouverai du réseau. Je grimpe, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Tout ce qui était un peu rugueux, prise, disparaît pour laisser place à un rocher lisse et rond et impossible de grimper. Une seule, on va dire, passage, c'est un arbre, un petit arbrisseau de falaise qui est vraiment, alors là, je le dis, on s'accroche jamais, jamais sur une falaise à un végétal, on ne sait pas du tout comment il tient. Donc c'est vraiment une règle, hein. Voilà. J'avais pas d'autre choix, donc je tente, je teste, je regarde dans tous les sens, il a l'air de tenir. C'est vraiment mon dernier espoir. Et puis quand je mets tout mon poids dessus, là il y a l'arbre qui part avec un morceau de rocher quoi, sur lequel il était accroché. Et là, le temps s'arrête. Et je vois le rocher qui commence à reculer, et moi qui quitte tout doucement la falaise. Je vois les cailloux, la terre en cercle concentrique, vous voyez, comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Ça fait comme ça, des cercles concentriques de terre, de pierre. Et mon cerveau qui hurle, qui dit, bon là, faut trouver quelque chose, qui trouve. Et la seule chose que je trouve, c'est de planter mes mains dans la roche comme des petits piolets. Évidemment, mes doigts sont pas des piolets, donc je sens que tous mes doigts cassent, tous les phalanges, ça craque, ça casse. Et là, le temps reprend son cours et je tombe. Je me réveille dans la nuit et je suis immobilisé, quoi, pris, enchâssé dans une roche volcanique. Il n'y a plus rien qui bouge, si ce n'est ma main gauche. Et puis, voilà, on va dire que je commence à regarder un peu où j'en étais. Mon t-shirt est mouillé, ma barbe est mouillée. Et j'arrive au niveau du visage. Et là, je sens à ma droite, ici, quelque part, une sorte de nouveau membre qu'aurait poussé. Je comprends pas exactement ce que c'est. Moi, j'ai l'image d'une oreille de Pluto, un bon gros morceau. Et arrivé sur mon crâne, je comprends en fait que c'est tout mon crâne. Voilà, j'étais scalpé, j'arrive, mon bras droit est cassé, mon pied droit est fêlé. Bon, là, c'est trop fatigant. J'ai l'impression que je vais mourir. Donc, il y a une fatigue énorme. Je me rendors en pensant vraiment que c'est la fin, quoi. Bye bye. Et je me réveille. Je me réveille quand même aux lueurs du premier soleil tropical. Et ça tape, quoi. Et je me dis, bon, soit je vais sécher là, soit faut que je trouve un coin pour mourir tranquille, avec un peu plus de confort. J'arrive tant bien que mal à me déchancer de la roche, et puis je redescends sur les fesses en me laissant glisser. Voilà. Bon. Et je retourne un peu à l'ombre de cette rivière où j'étais. Je vais passer 4 jours à dormir, à boire mon urine, à avoir des rencontres, alors des animaux, des esprits, des amis de passage, vraiment. Là, je pense que le coup sur la tête, plus le caractère sacré, plus la nuit, plus tout ça, il s'est passé des choses de très belles entre, je pense, mon esprit, la nature, voilà, chacun y mettra ce qu'il veut, mais moi j'ai vraiment eu presque toute la famille qui est passée me voir, plus les amis, les amis morts, qui venaient me donner des conseils ou jeter un œil. Et un matin, après avoir été visité par des chèvres dans la nuit, qui, en partant de leur petite visite, sont partis par la falaise de laquelle j'étais tombé. Et je m'étais dit, tiens, mais si je pouvais partir, je partirais par là, ce petit chemin de chèvre. Et au petit matin m'arrive ce que les aventuriers racontent jamais dans leurs livres. Après avoir grignoté, là aussi, le faites pas, autour de moi, tout ce que je pouvais trouver de rafraîchissant, de petites plantes, dont certaines ont vraiment failli m'envoyer au paradis des aventuriers en quelques secondes. Mon corps desséché, s'est vidé et je me suis fait caca dessus, quoi. Il y a une règle de survie qui dit 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger. Voilà, moi j'étais déjà à 4 jours sans eau. C'était la fin. J'avais perdu 10 kilos, j'ai ressemblé à un pruneau séché. Mais le choc était passé. J'avais dormi. Donc je me retrouve là en me disant, allez, tu mets les dernières forces. Tu te lèves, tu te nettoies avec un peu de sable, des plantes. Je me mets tout nu. De toute façon, c'était la seule façon que j'avais de gérer cette chaleur. Et puis me voilà debout. Me voilà debout à me dire, allez, lance un premier pas.
Et je lance un premier pas, et le pas est rikiki, quoi. C'est vraiment un tout petit pas, un pas plus grand me fait mal, et je rigole tout seul. Je suis vraiment fan de romans d'aventure, donc j'étais à l'endroit qui m'avait fait rêver depuis petit, que ce soit chez Jack London, Kessel. J'étais aux premières loges du roman d'aventure, donc j'étais heureux, voilà. Et en fait, la joie, ça m'a beaucoup tenu. La joie de vivre un truc qui me faisait rêver depuis petit, donc j'étais dedans. Et on revient à ce petit pas, tout petit pas. C'est devenu un mantra. Je me dis, je vais me sortir de là avec des petits pas de grand-mère sur le chemin de chèvre. Et je me répétais ça. Pendant un jour et demi, j'ai monté la falaise à petits pas de grand-mère sur le chemin des chèvres. Et je me retrouve en haut de cette falaise. Je trouve des fruits. Puis, une nuit plus tard, au loin, je vois une maison, j'appelle et quelqu'un vient me chercher. Et c'est là qu'on arrive un peu dans le dur de l'histoire. Vient un homme. Donc il vient avec son lance-pierre, visé vers moi, il me voit tout cassé, la tête ouverte, le bras en écharpe. Il désamorce évidemment son lance-pierre. Et moi je vais pour lui expliquer. Et il me dit, non, non, pas besoin d'explication, on va faire une prière, on va faire une oration. Et il me prend dans ses bras et il remercie Jésus. Il remercie Jésus de m'avoir tenu en vie jusqu'à son champ et il lui demande de nous donner la force à lui et à moi pour redescendre au village, pour retrouver les miens. Et on reprend le chemin. Et il me demande si je peux marcher, donc je lui explique mon petit pas de grand-mère et on marche tout doucement jusqu'à une première halte qui est sa maison de champ, à 15-20 minutes de là. La personne qui est venue me chercher s'appelait Moïse. Donc c'est Moïse qui vient me chercher, sa femme Rachel, qui me demande rien, fait un petit tour derrière sa cuisine de champ et revient avec un café Timor. Donc c'est vraiment un grand café très très sucré, un plat de riz avec des légumes. Enfin c'était vraiment, je peux pas vous le raconter avec des mots. J'ai même écrit, c'était très compliqué de toucher à la réalité du moment tellement c'était fantastique après 5 jours. Et puis ils me disent bon maintenant on rentre au village, au vrai village. Et arrivé au village, il va falloir préparer mon évacuation. Ils m'ont accueilli comme un frère, quoi. Vraiment, ils m'ont appelé Mount Morgan. Mount, c'est le frère. Donc, ils m'ont lavé, ils m'ont nourri. Ils sont allés chercher une voisine, Mana Hati, donc sœur Hati, qui a plusieurs choses outre une grande, grande gentillesse. Elle avait un téléphone. Tout le monde n'a pas un téléphone. Il y en a un par famille ou deux. Chargé. Il n'y a pas d'électricité là-haut. Il y a des petits bouts de panneaux solaires. Et de la Pulsa, du crédit. Là-bas, on achète son crédit en avance en grattant des numéros. Puis on a 5 minutes, 10 minutes. Et Manahati, qui travaille pour des ONG, parle anglais. Donc, en plus, va faciliter grandement l'organisation. Donc, Manahati vient, je lui raconte tout, on appelle mes amis qui préparent mon arrivée à Dili, à la capitale, qui vont envoyer un petit avion d'une ONG chrétienne. Et par contre, il va falloir m'envoyer de l'autre côté de l'île. Et ça, c'est Manahati qui s'en occupe, qui appelle des amis pêcheurs, qui viendront me chercher du bon côté de l'île pour emmener de l'autre côté de l'île où il y a une petite piste de brousse où l'avion pourra atterrir. Donc tout ça, ça prend 30-40 minutes. Et puis elle vient vers moi, cette Manahati, tout doucement, très gentiment. Elle vient s'excuser. Elle vient dire, écoute-moi, Morgane, je peux pas rester plus longtemps avec toi, je dois te laisser, c'est les funérailles de ma fille. Donc moi, je sais pas quoi dire, je dis, mais Manati, qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas. Est-ce que j'aurais moi-même fait ça pour vous? Est-ce que chez moi, on aurait fait ça pour un étranger de passage qui écoute rien? À partir de ce moment-là, j'ai décidé que tout ça serait un bon accident. Il me reste des toutes petites séquelles, hein, 3 bricoles, un bras qui marche un peu moins bien, des cicatrices parfois qui gratouillent. J'ai eu énormément de chance, mais j'ai rencontré l'extrême solidarité. Voilà, de gens de pays différents, de cultures différentes, et qui, voilà, ont, sans réfléchir, manifesté la plus grande, grande solidarité avec un étranger. Voilà, donc j'étais très, très, très touché par ça. Donc voilà, les secours sont venus, il se passe plein plein d'autres choses évidemment. C'est long, c'est 3 semaines d'hôpital, tout fonctionne pas, on m'envoie en France parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire au Timor. Et puis sur mon lit d'hôpital, j'écris.
Dès le premier jour, sur mon téléphone, avec mon pouce gauche. Quand mon manuscrit, on va dire, mon histoire est finie, c'est 40 pages que je mets sur un petit A4, je mets en PDF et je mets sur Facebook. Et les copains lisent, partagent, partagent, partagent. Et j'avais jamais eu un post aussi partagé. Et puis un jour, je reçois un coup de fil d'une grand-mère en Australie qui me dit: «Bonjour, j'aimerais offrir votre livre à mes copines». Alors je dis: «Il n'y a pas de livre, il y a juste le petit PDF, voilà, que donc vous leur imprimez, c'est cadeau ça». Elle me dit: «Ah non, non, moi je veux leur offrir un livre». Ah, je suis désolé, mais c'est pas publié. Elle me dit: «Écoutez, jeune homme, moi j'ai 85 ans, je suis une vieille grand-mère australienne, mais si dans 1 an vous n'êtes pas publié, je viens vous botter les fesses au Timor». Donc là, je me suis dit: «Bon, si même les grands-mères s'y mettent, je m'y remets». Et j'ai trouvé une super, super maison d'édition à Paris qui s'appelle Premier Parallèle. Une nuit, je suis passé devant et en regardant la vitrine, je me suis dit: «Mais c'est pas vrai, je veux lire ce livre, je veux lire ce livre, je veux lire ce livre». Et on s'est rencontrés et ça a matché. Je me sens très heureux en fait de toute cette aventure, très heureux d'avoir pu la mettre dans un livre de librairie. On est loin des classiques du genre, on va dire, de l'homme contre la nature. Là, c'est vraiment l'homme amoureux de la nature, de chaque brin d'herbe, de chaque caillou, des possibilités qui nous restent, d'humanité, de temps. Comme j'allais mourir finalement, il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, quoi. Le monde de allez, fais tout ce que tu veux faire, profite d'une étoile, 1 heure, 2 heures, profite d'une tique qui vient, boire sur toi, sers-toi, open bar, voilà, tout ça, à un moment, je regardais ça en me disant: «La vie quand même, c'est un sacré truc, quoi». Le fait d'être blessé, il y a vraiment quelque chose où c'est immédiatement une énorme économie de, moyens. Je sais que je peux faire 10, 15 mètres, 20 mètres, qu'il faut que je fasse attention à tout, que j'ai plus d'eau en moi, donc il y a une extrême économie. Pour dire un exemple, j'ai envie de faire pipi, mon cerveau, sans même réfléchir, dit: «Ah, on a trouvé de l'eau». Donc je remplis ma bouteille d'eau vide avec mon urine. Une petite ombre apparaît dans le coin de l'œil, ça enregistre fraîcheur. C'est un autre fonctionnement. J'étais très, très heureux en fait de retrouver ça. L'odorat, il y a un odorat énorme qui se développe. On sent les plantes, on sent les choses qui arrivent, les fraîcheurs. J'avais rejoint les mammifères, quoi. Retour au grand, grand, grand groupe des humains et j'étais très, très heureux, quoi, de ça. Raconter la soif, c'est impossible. De toutes les choses que j'ai écrites, ou parfois la chute, les rencontres, le goût de certains, je me dis: «Ah ben là je l'ai, quoi». En écrivant, il y a un moment magique où je sais que mon paragraphe est terminé parce que je me sens tomber, parce que je sens l'amande, je sens le silex, je sens la chaleur, je sens la sécheresse. Mais la soif, j'ai jamais réussi, quels que soient les mots, les adjectifs, les comparaisons, c'est du vide en fait. La soif, c'est du vide. C'est un néant qui commence à grignoter un vide, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, on part de très très loin. Il n'y a pas de douleur, mais là, il y a plus que de la douleur. Il y a du néant, quoi. C'est la mort, quoi. C'est la mort qui, on le sent. On sent que c'est pas bon du tout, quoi. Manquer d'eau, le corps le dit de plein, plein, plein de façons. Et le corps s'abîme très, très vite. On perd 10 kilos, la peau se fripe, plus rien n'est graissé, c'est-à-dire que les jonctions, plus rien fonctionne. On peut plus fermer les mains, on peut plus plier les coudes, les genoux, enfin, tout grand mouvement est impossible. Et puis la soif, quoi, la soif qui est, bon, ça reste quelque chose de très compliqué à raconter, qui est la seule qui vraiment a fait de la douleur. Moi, je me souviens, pour décoller ma langue, j'avais l'impression, vous savez, quand on a un pansement et qu'on compte jusqu'à 3 en fermant les yeux comme ça et qu'on l'enlève et que ça brûle. Je me souviens que pour décoller ma langue de mon palais, il fallait de temps en temps que je fasse cet effort un peu violent et douloureux. Et donc, quand je retrouve de l'eau, sous la forme d'un fruit d'abord, chaque gorgée de jus, d'abord à redonner forme à mon corps, parce que je me souviens que mes lèvres, ma langue, mon palais étaient comme une vieille éponge oubliée près du lavabo. Donc d'abord, il a fallu que mes lèvres se regonflent, ma langue se regonfle d'eau avant que quelques gorgées puissent arriver. Et là, c'est une espèce de grande fête, quoi. J'ai vu une espèce de fête multicolore autour de moi qui s'installait, qui s'installait, qui s'installait jusqu'à ce que mon corps ait plus de poids, s'élève un peu au-dessus, comme ça, et que je me sente dans un tourbillon de fantastique joie, ni trop chaude, ni trop froide, ni trop fraîche, ni trop, où tout était fantastique. Et mon corps, surtout, je me souviens de mes reins.
qui étaient deux petits points douloureux dans mon dos, s'ouvrir comme des fleurs tout doucement. Il y a du thé comme ça parfois dans les restaurants chinois où on met la pastille puis ça s'ouvre en une petite fleur. Je me souviens de mes reins, donc une espèce de fête folle quoi, d'un corps qui rappelle combien l'eau est ultra essentielle. En repartant en Europe, je me souviens à l'inverse d'être passé dans un duty free. Il y avait déjà 10-15 marques d'eau dans le duty free. Et puis il y avait un petit panneau qui disait désolé, d'autres choix d'eau sont disponibles dans notre grand magasin avec un petit plan pour se rendre au grand magasin. Et je me dis mais comment c'est possible qu'un choix déjà de 10-15 eaux, il ait fallu à quelle personne, quel moment, à qui on s'adresse quand on présente ses excuses de ne pas avoir suffisamment de choix. Donc évidemment le retour est un peu particulier. On jette un œil très très curieux, voire incompréhensible sur la société de consommation. Toutes ces choses criardes, le trop, le mensonge aussi du marketing de ces supermarchés, de vouloir vous vendre une autre eau, une 15 eaux, 10 eaux, 20 marques, 30 marques. Voilà, donc c'est toutes ces réflexions qui viennent très vite en fait avec la joie de retrouver l'eau, surtout. Pour moi, on se doit, quand on a de quoi manger et de quoi boire, d'être sans aucune exception solidaire. Donc ça a été vraiment un engagement, quoi, parce que si à un moment la vie et des gens que vous connaissez pas à l'autre bout du monde qui pourraient avoir une dent contre vous, vous donnent tout, ça a fini de me montrer qu'il fallait être avec tous, quel qu'il soit, sa religion, sa couleur, son appartenance. On ramasse tout le monde, quoi. On ramasse tout le monde. S'il y a quelqu'un par terre, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui vient des milieux d'extrême gauche, qui a été très critiquée pour, on va dire, cette indulgence. Enfin, moi, je pensais de l'humanité. Elle dit avant de ramasser quelqu'un par terre, je regarde pas s'il a un képi. Et dans les milieux d'extrême gauche, ça a pu énerver. Moi, je suis de cette partie-là de gens où on ramasse tout le monde, quoi. On discute avec tout le monde. La solution ne peut être que globale sur une toute petite planète. Et donc, il va falloir discuter avec tout le monde. Il va falloir trouver comment faire pour que voilà les familles vivent, les gens aient à manger, à boire, quel qu'il soit, et partager, 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 partager. Voilà. Mais je suis encore bien loin de ça parce que chacun donne là où il peut. Voilà. Donc cette aventure, elle a un peu clarifié aussi qui je suis, une façon d'être en paix aussi avec ses engagements, puis un amour de la vie, des rencontres, des discussions. Voilà. J'aimerais dire tellement de choses. Bon bah déjà faites rien de ce que j'ai fait, partez pas seul en montagne, ça c'est sûr, vraiment mangez pas des plantes que vous connaissez pas, ça c'est sûr. Ensuite écoutons-nous, aidons-nous. Si on a un bout de pain, bah on le coupe en deux. Et puis qui que ce soit en face, on en donne la moitié quoi. Partageons le pain, devenons copains comme on dit. Voilà, ça peut sembler infantile, simpliste, mais ouais, d'avoir vraiment sans condition qui que ce soit en face de nous, partager quoi, partager, donner ce qu'on a. De toute façon, on va mourir. Donc voilà, si on a un petit peu de rab, c'est pas mal de le filer. Ça rend heureux et c'est élégant. Alors, si vous voulez acheter le livre, moi j'aime beaucoup qu'on fasse marcher le commerce local, nos libraires de quartier qui font un travail magnifique. Et il y a un petit outil qui est très chouette qui s'appelle Place des libraires. C'est un site internet. Vous tapez le nom du livre, vous mettez votre adresse et il vous montre quels sont les libraires les plus proches de chez vous qui ont le livre. Ça permet de rencontrer des libraires qu'on connaissait pas et de soutenir nos amis commerçants locaux.